Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons introduire un des principes fondamentaux de la langue arabe, qui est la phrase nominale, ou en arabe, al-jumlatul ismiyatu. Vous allez voir que nous allons utiliser tous les outils qu'on a vus jusqu'à présent, mais nous allons également introduire plein de nouveautés, mais rien de bien compliqué comme vous allez voir. Alors, pour introduire le sujet, nous allons parler du discours dans la langue arabe, ce qu'on appelle al-kalam, qui est divisé en trois. On va retrouver soit un ism, donc un nom, soit un fi'lun, qui est un verbe, soit un harf, qui est une particule. Donc, un mot en arabe, lorsqu'on l'analyse dans une phrase, il est soit de nature nominale, soit c'est un verbe, soit c'est une particule. Alors, concernant le harf, cela peut perturber certains puisqu'il ne s'agit pas d'une lettre. Puisqu'en effet, harfun signifie lettre en arabe. Donc, on ne souhaite pas désigner une lettre alphabétique, comme ici le fa ou le ayn ou le lam. Mais c'est une particule, donc c'est un mot qui peut être composé soit d'une ou plusieurs lettres et qui a un sens. Par exemple, comme les prépositions en français, sur, en dessous, au-dessus, vers, etc., comme nous allons voir dans les prochaines leçons. Et ensuite, les phrases en arabe sont de deux types, soit une phrase nominale, soit une phrase verbale. Et donc ici, nous allons introduire la phrase nominale qui est définie comme suit. Donc une phrase nominale en arabe est toute phrase qui commence par un nom, tout simplement. Je vous propose de regarder un exemple qu'on va étudier tout au long de la leçon, qui est le suivant. Al-qalamu maksourun. Al-qalamu maksourun, qui signifie le crayon est cassé. Donc nous avons introduit un nouveau mot de vocabulaire qui est maksourun, qui veut dire cassé. Mais ne vous inquiétez pas puisque tous les nouveaux mots de vocabulaire seront rassemblés dans une fiche à la fin de la leçon et qui sera disponible sur le drive partagé, que vous trouverez bien évidemment en description. Alors si on rentre maintenant dans l'analyse de cette phrase, on constate qu'on a simplement deux noms en arabe, qui sont donc les deux piliers d'une phrase nominale. Donc tout d'abord on va observer le mot al-qalamu, qui en arabe s'appelle al-mubtada. Al-mubtada'u, ou si on s'arrête sur le alif, al-mubtada, qui désigne simplement le nom qui porte l'intérêt de la phrase. Donc en fait, il s'agit du premier mot de la phrase nominale qui commence la phrase et c'est le nom dont on va parler en fait, tout simplement. Lorsque je dis à un interlocuteur al-qalamu, le crayon, il s'attend à avoir une information sur le nom. Donc l'attention elle est portée sur ce nom-là. Et donc, comme ce mot tout seul ne constitue pas une phrase complète, mais l'interlocuteur attend une information sur ce mot, c'est là qu'intervient le deuxième pilier de la phrase nominale, qu'on appelle en arabe al-khabaru. Al-khabaru, qui est simplement l'information qu'on donne sur le mubtada. Donc le khabar en arabe signifie l'information littéralement. Donc lorsque je dis al-qalamu, mon interlocuteur s'attend à une suite. Je ne peux pas simplement m'arrêter ici. Et lorsque je lui dis maksourun ou un autre mot, comme on verra dans d'autres exemples, donc le crayon est cassé, j'ai formé une phrase complète en arabe. Donc il me suffit pour une phrase nominale d'avoir un mubtada, qui est un nom que je souhaite décrire ou dont je souhaite parler dans la phrase, et un khabar, qui est l'information que je vais donner sur ce mubtada. Alors je ne vais pas traduire ces deux mots en français puisqu'il n'y a pas d'équivalence en fait. On ne va pas essayer de les rapprocher avec un sujet ou le cas nominatif, etc. puisqu'on ne peut pas calquer la langue arabe sur la langue française.
étant donné qu'elle a ses propres particularités, et je vous conseille vivement d'apprendre vraiment les bases en arabe et de ne pas essayer de trouver les équivalences en français puisque ça ne marchera pas dans la majorité des cas. Et vous allez peut-être avoir plus de mal à comprendre par la suite certains concepts qui n'existent absolument pas en français. Donc voilà par exemple, ici on a un exemple de cela, puisqu'en arabe, vous voyez que dans la traduction française, j'ai mis en valeur le verbe est. Le crayon est cassé. Et ceci puisque vous voyez que en arabe, il n'est pas présent explicitement dans la phrase. Donc j'ai simplement le mot al-qalam qui veut dire le crayon et meksourun qui veut dire cassé. Et en fait, comme c'est les deux piliers de la phrase nominale qui ont leurs conditions qu'on verra juste après, je n'ai pas besoin du verbe est en arabe. Donc ce qu'on retient, c'est que l'association d'un mubtada et d'un khabar forme une phrase complète en arabe. Je n'ai pas besoin de dire al-qalamu et de dire explicitement le verbe est en arabe, puis meksourun, mais je dis simplement al-qalamu meksourun, et ce verbe-là est sous-entendu en fait. On est obligé de le traduire en français puisque c'est comme ça qu'on constitue une phrase complète, mais en arabe, dans une phrase nominale, on n'en a pas besoin. Vous allez voir maintenant avec les différentes caractéristiques de ces deux piliers pourquoi c'est ainsi. Donc si on rentre dans le détail des différentes caractéristiques du mubtada et du khabar, on va commencer donc par le mubtada. Vous voyez que j'ai mis en valeur certaines parties du mot. Tout d'abord, le mubtada doit commencer la phrase en arabe. D'ailleurs, son nom mubtada vient du verbe bada'a en arabe qui veut dire commencer. Donc il commence la phrase. Je ne peux pas mettre le mubtada après le khabar. C'est ce qu'on retient pour l'instant. Ensuite, vous reconnaissez ici l'article L, donc avec le alif et le lam. Et nous avons vu lorsque un mot porte l'article, qu'il est ce qu'on appelle ma'rifatun ou déterminé. Et enfin, une dernière condition concernant le mubtada se trouve à la fin du mot, donc sur la terminaison du mot, sur sa dernière voyelle. Il doit être ce qu'on appelle marfu'un. Marfu'un qui veut dire au cas régulier. Et c'est une nouveauté que je vais expliquer juste après. Ensuite, concernant le khabar, on a trois conditions également. Donc il doit se situer après le mubtada. Tout simplement, le mubtada commence la phrase, le khabar vient juste après. Et ensuite, contrairement au mubtada ici qui est ma'rifa, vous voyez que meksour on ne porte pas d'article et on constate qu'il a un tanwin. Donc il doit être nekiratun. Nekiratun indéterminé. Il ne doit pas porter l'article L. Donc ici on le reconnaît avec le tanwin tout simplement. Alors ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le khabar peut avoir plusieurs formes. Mais ici on étudie donc le cas où c'est un nom. Le cas où on a deux noms qui constituent la phrase nominale. Donc c'est le cas le plus simple. Et donc lorsque c'est un nom, il se situe après le mubtada, il est nakiratun, indéterminé. Donc on voit que ici, je ne peux pas dire al-qalamu al-meksuru. Ce n'est pas un khabar maintenant, ça devient autre chose. Donc il ne doit pas porter l'article ici. Et enfin, tout comme le mubtada, il est marfu'un, donc au cas régulier. Marfu'un au cas régulier. Qu'est-ce que cela signifie? Donc si vous constatez la terminaison des deux mots, vous voyez un point commun, c'est qu'ils portent une dhamma. Ici on a une dhamma toute seule et ici on a un tanwin avec une dhamma. Et donc en fait, le cas régulier, ça veut dire que le mot porte la dhamma à la fin, donc sur sa terminaison. Ça c'est la base pour les noms. Donc la base pour les noms, pour le cas régulier, nous allons voir les différents cas plus tard, mais ce qu'on appelle donc le rafa' ou un mot qui est marfu'un au cas régulier,
Et ça, il n'y a pas d'équivalence en français, donc c'est pour ça que j'insiste sur le vocabulaire en arabe. Il faut retenir que lorsqu'on dit qu'un mot est marfou'un, à la base, sa voyelle est une dhamma. Donc ici, al-qalamu maksourun. Je ne peux pas dire al-qalama maksourin, par exemple. Ce ne serait pas un mubtada, un khabar. Donc le mubtada porte une dhamma. Donc il est au cas marfou'un. Et le khabar également. Que ce soit un tanwin avec une dhamma ou une dhamma toute seule ici. Donc ça c'est la base, mais nous allons voir par la suite qu'il y a d'autres signes du cas régulier. Maintenant, nous allons passer aux exemples afin de mieux comprendre les différentes règles. Et ce que je vous conseille, c'est d'essayer par vous-même d'identifier le mubtada et le khabar. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Prenons cette phrase. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Alors les mots qui seront en rouge, ce seront les nouveaux mots de vocabulaire. Et puis tous les mots qu'on connaît déjà seront d'une couleur différente. Et je vais simplement mettre en valeur l'article et la terminaison du mot. Puisque comme je vous ai dit, petit à petit on enlève les voyelles pour les mots qu'on connaît. Puisque on va surtout étudier les terminaisons maintenant en arabe. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec le cas régulier. Donc la traduction de cette phrase est la mosquée est ouverte. Donc maftuhun signifie ouvert. En arabe c'est masculin, mais en français on le traduit en féminin puisque la mosquée c'est féminin en français. Si on rentre dans le détail, donc el masjidu c'est le mubtada et maftuhun est le khabar. Pourquoi donc el masjidu commence la phrase, qui est une des caractéristiques du mubtada. Il est ma'arifa, puisqu'il porte l'article qu'on voit ici. Et enfin, il est marfou'un, donc au cas régulier, puisqu'on voit qu'il porte une dhamma sur sa dernière lettre. Donc il remplit les trois conditions du mubtada. Ensuite, maftu'un est le khabar, donc c'est l'information que je donne sur la mosquée. Elle est ouverte. Il se situe derrière le mubtada. Je n'ai pas dit maftuhun al-masjidu. Et il est nakira. Ce mot est nakira puisque on ne voit pas d'article ici. Et donc on le reconnaît avec le tanwin. Et enfin, tout comme le mubtada, il est marfou'un puisqu'il porte une dhamma. Une dhamma avec une tanwin, mais c'est une dhamma à la fin qui est la voyelle de base du cas régulier. Et on voit encore une fois, donc je le mets à chaque fois ici en jaune, le verbe être qui n'est pas présent en arabe. Mais simplement l'association d'un mubtada et d'un khabar constitue une phrase complète. Ensuite, pareil, on a al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun, qui veut dire la porte est fermée. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans le même détail qu'avant, mais al-babu c'est le mubtada. On a l'article, la voyelle dhamma à la fin qui nous montre que c'est le cas régulier. Mughlaqun qui signifie donc fermé en arabe, qui est le contraire de maftuhun, et qui est nakira, donc indéterminé. Il se situe après le mubtada et il est marfou'un, donc on le reconnaît avec la dhamma sur sa dernière lettre. Et encore une fois, on n'a pas de verbe être, mais simplement un mubtada et un khabar, les deux piliers d'une phrase nominale, et on a une phrase complète. Pareil pour la suite. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun, qui signifie le mouchoir est sale. Donc, si vous avez réussi à identifier le mubtada et le khabar, vous avez compris la base de la phrase nominale. Donc, al-mindilu c'est le mubtada et le khabar c'est wasikhun. Et j'insiste encore une fois, donc le mubtada, vous reconnaissez ici à chaque fois qu'il porte un article. Donc il est ma'arifatun.
et il porte la dhamma, il est marfou'un. Et le khabar, c'est le contraire, donc concernant la détermination, il n'a pas de article, mais il est également marfou'un, avec la voyelle dhamma sur sa dernière lettre. Un autre exemple, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun, qui signifie la chemise est propre. La chemise est propre. Donc nadhifun signifie propre et c'est le contraire de wasikhun qui signifie sale. Et ici al-qamisu donc c'est le mubtada, nadhifun c'est le khabar, l'information que je donne sur al-qamis, et les deux sont au cas régulier avec une dhamma sur leur dernière lettre.